Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois. Et moi, Benoît Simard. Bonjour Benoît. Salut Joe. Aujourd'hui, nos questionnements. On va répondre à des questions. Oui. À la fin de chaque épisode, on dit envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos commentaires. Il y en a qui nous écoutent? Oui, il y a quelqu'un de l'autre côté du micro. On a reçu beaucoup de commentaires sur qu'on avait une belle chimie entre nous. La science, c'est la science. C'est le jeu des comédiens, ça. Mm-hmm. Et on a reçu quelques questions techniques, beaucoup de questions d'un dénommé Félix Garneau qui m'a envoyé un document. Il m'a écrit sur Instagram et là, j'ai dit « Félix, c'est trop long. Je vais rentrer ça dans un épisode de podcast. Envoie-moi tes questions. » Il a mis ça dans un document Word. M'a envoyé ça par courriel. On va parler de type de vélo pour des grands voyages, des petits voyages, un peu d'équipement, sacoche, sac. Et à la fin, une autre question aussi de Stéphanie qui est au niveau du budget. Puis en fait, là, je nomme ces personnes-là, mais souvent, c'est des questions qui reviennent très, très, très souvent, soit quand je fais des conférences ou en ligne ou quand je suis à l'épicerie. Donc, hey, est-ce que je t'ai dit l'autre fois, il y a quelques semaines, j'avais vu Michel Richard à l'épicerie? Non. C'était au Super C pendant la période des fêtes. Ah, barouette, les temps sont durs pour les artistes. Puis, il y avait... là, tu m'as inclus là-dedans, évidemment, parce que j'étais là, mais il y avait tellement de monde que la file de gens en ligne partait donc des caisses libre-service. Là, pour signer les autographes, tu veux dire, ou pour payer? Pour payer. OK. Et allait jusqu'aux produits laitiers en arrière. Donc, la moitié de l'épicerie. Okay. Okay? Et là, la madame qui gère la foule pour essayer de rendre ça, tu sais, bon, elle est payée à telle caisse, elle est payée à la caisse libre-service. Là, elle est débordée. Puis là, tu as Michel Richard qui arrive avec ses lunettes octogones et je te dis, elle avait un manteau et un foulard en léopard, là encore, comme en 84. Et elle crie, « J'ai tout trouvé sauf de l'estragon! » Puis là, la madame qui... Tout le monde la regarde, puis elle est comme « Ah, voici la reine de 4 saisons qui n'a pas trouvé d'estragon. » Et là, la madame qui gérait le trafic est comme... Qui est-ce? Non, pas qui est-ce, elle savait c'était qui, là, évidemment, mais... Puis là, Claude Dubois est arrivé, puis il a bypassé la file. ça aurait pu. Fait que, elle est repartie. Michel Richard s'est pas mis en file. Sans estragon? Je pense qu'elle est partie dans une autre rangée, essayer de trouver son estragon. OK. Alors, Félix Garneau qui nous demande... Félix, il se demande, Jonathan, quel type de vélo choisir? Félix prépare un long voyage de quelques mois, je crois. Et là, il demande, est-ce que c'est mieux route, gravel, mountain bike ou cyclotourisme, le touring? Puis... cette question-là, elle est bonne parce que je me fais souvent demander quel vélo j'avais pour mon tour du monde ou comme si il y avait une option, c'est celle-là, puis même pas juste quel type de vélo, mais quelle marque. Puis en réalité, chaque voyage, chaque personne, combien de bagages que tu as, combien de temps tu es parti, ta taille même va influencer aussi, on va en parler plus tard avec les sacs de bikepacking. Aussi, que quand tu es plus petit, tu peux moins rentrer de stock dans ton cadre de vélo en arrière. Il y a ça aussi qui va faire, est-ce que tu vas avoir plus de sacoches ou comment tu vas transporter tes bagages? Puis c'est quoi ton type de chemin? La surface sur laquelle tu vas rouler en général? Exact, parce que si tu vas, mettons, en Corée, tu peux faire le tour de la Corée, mais tu vas toujours être sur l'asphalte. Fait que là, ton type de vélo... il est moins besoin d'être robuste là, si tu veux. Puis, est-ce que tu vas dormir à l'hôtel? Est-ce que tu vas avoir ta tente? Il y a les vélos de gravel aussi, depuis quelques années particulièrement. Mais tu sais, tous les vélos, je pense qu'ils ont des pneus maintenant plus larges qu'avant. Puis, particulièrement les vélos de gravel. Puis, je dis que quand tu vas pas longtemps puis que tu vas avoir un vélo plus polyvalent qui est agréable à rouler, je recommande souvent un vélo de gravel parce que tu peux mettre du stock dessus. Puis quand tu enlèves du stock, il est quand même... il est le fun à rouler. Il n'est pas lent. C'est pas comme un tracteur. Je mentionne souvent que celui que j'avais choisi, c'était un Surly Disc Trucker. Puis à travers le monde, mettons en Amérique du Nord et
On le voit un peu aussi en Asie de l'Est, là, mettons les Japonais ou à la limite Singapour. La moitié des gens que je rencontrais à travers le monde avaient le Surly, soit en disque ou en long haul trucker. Tant que ça, moi, c'est une question que j'avais, ça. On va diverger un instant. Mais tous les gens que tu as rencontrés qui faisaient des tours du monde aussi, tu as croisé des gens dans ces voyages-là, eux, c'est quel genre de vélo qu'il y avait? Est-ce qu'ils étaient pareils comme le tien? Est-ce que... en Amérique, guidon plat, guidon courbé. Le Surly, il vient avec un guidon courbé, mais étonnamment, c'est un guidon qui était très, très étroit. Mettons, à ma taille, là, moi, je pense que c'est un 38, max 40, que je trouve très, très étroit quand même pour contrôler ton bagage. Oui, pour la route, c'est parfait, mais quand tu vas avoir un peu plus large pour forcer, quand tu as beaucoup de stock, tu aimes ça peut-être avoir légèrement plus large. Bon, là, tu vois mon visage de l'autre côté du micro, pas d'accord? Dans le studio. Puis, non, je suis d'accord, mais c'est parce que des fois, ça pourrait me demander c'est quoi la longueur de potence qu'il y avait sur ton vélo pour un guidon étroit. Alors, des fois, le guidon est étroit, mais la potence est longue. Ça peut être un facteur. Bien, l'autre chose aussi, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on voit des guidons évasés, puis avec des drops moins profondes. Puis lui, il avait vraiment le style très, très vélo de route. Fait que quand tu te mettais dans un drop, là, tu descendais. T'étais bas et loin, là. Ouais, t'étais trop aérodynamique, je trouve, pour ce genre de vélo-là. Puis moi, j'arrivais du vélo de montagne et j'avais changé... La mécanique était tellement simple en termes de... C'est un dérailleur XT de montagne, 3 plateaux en avant. Tu pouvais juste mettre des manettes, un guidon droit au lieu d'un guidon courbé, puis changer les manettes pour des manettes de montagne, puis j'avais mis des cornes. Là, ça, aujourd'hui, je ne roule plus jamais, sauf en vélo de montagne pur, avec un guidon plat, droit, parce que je suis moins confortable. Maintenant, je suis plus vélo guidon c'est les courbé. Options que te permet le guidon courbé? Tu peux mettre tes mains sur le dessus, oui, sur le côté, je l'ai déjà bas, mentionné, c'est parce que j'ai développé de l'arthrose dans les pouces et d'avoir le pouce écarté, ouvert, là, la main assez ouverte, ça me fait mal après vraiment pas longtemps. Puis ça veut pas dire que c'est pas bon. Là. Pour la majorité des gens, ça se peut qu'un... Je pense que tu es voué à faire de l'unicycle. Tu fais un tour du monde en unicycle avec un bob trailer. Mais ils se tiennent hein, en unicycle. Ils ont, ceux qui font de l'unicycle de Je voulais pas ouvrir cette porte-là vraiment, mais c'est fait. Ils ont une espèce de guidon. Imagine un guidon là, de triathlon là, ou des trucs que tu t'accotes en avant. Ils se mettent ça sur le banc. Puis comme ça, ils maintiennent un peu leur poids comme ça. Ils n'ont pas les bras qui flottent dans les airs. Mais t'es pas obligé de faire ça, Joe. Il y a un gars qui s'appelle Alex Leblanc qui a traversé la Gaspésie dans les chemins de traverse sur de la gravelle avec son unicycle et des bagages. Et il m'avait montré ça, qu'il avait son... Les gens aiment relever les défis. Malheureusement, cette émission n'existe plus. Relever le défi à Gaston Lepage. Et voilà. Voilà. On a des bonnes références, Jonathan et moi. Là, on parlait de chimie, là. Je sens que ça vient de fusionner, là. Donc, il y a certains vélos, mettons, qu'on va dans l'extrême de cyclotourisme tracteur, le cyclotourisme mondial extrême. Je trouve qu'on en voit moins. Pour répondre à ta question, la moitié des Nord-Américains que je voyais, peut-être même plus, il y avait un Surly. Généralement, c'était le disc trucker. Non, spécifiquement la moitié Surly. Avec le disque ou le long haul trucker. La différence, c'est qu'il y en a un qui a des freins à disque et l'autre avait des freins à jante. Après ça, en Europe, ils ont beaucoup plus de marques. Donc, quand tu voyais, puis ils ont une plus grande tradition. C'est impressionnant. Sérieusement, tu sais, les salons que j'ai faits, moi, en Europe, les salons du vélo, là, qu'on allait pour le travail, le nombre de marques, tu sais, toi, t'arrives là, tu penses que tu connais ça, le vélo, là. Là, t'arrives là, puis il y a 92 marques que tu n'as jamais vues nulle part. Inconnu totalement. Puis ça, c'est juste en Allemagne. Ouais. Donc, des trucs comme Farad Manufacture. Donc, il y a plusieurs marques. Farad qui veut dire vélo en allemand. Je pensais que c'était une lettrée au Québec. OK. Oui. Mais oui, tu as beaucoup plus. Donc, eux, ils n'ont pas tous la même chose. En Angleterre, ils ont beaucoup de marques. En France, tu en as quelques-unes qu'on ne connaît pas tant ici non plus. C'est moins gros. Puis, souvent, quand les marques sont moins grosses, ils font des trucs plus spécifiques. Mais en réalité, ça revient tout le temps à peu près à la même chose. Donc, Surly, là, tu l'as mentionné, là, il y avait le Trek 520 qui... C'est des vélos de cyclotourisme traditionnels, des bases très longues à l'arrière. Souvent, c'était soit donc en 26 ou en 700, selon
taille, mais même à une certaine époque, c'était que du 26. Puis après ça, mettons, ils ont fait small, les plus petits en 26, puis après ça, les un peu plus gros en 700. Mais pas avec d'énormes, pas des roues larges comme on voit aujourd'hui. De cyclotourisme, moi que j'ai en tête, là, des vieux Mikado, là, ah ouais? C'était 700. Le 26 pas, j'avais pas vu ça tant que ça dans des vélos de cyclotourisme. Je parle de là plus qu'une trentaine d'années, mettons. Là, donc, c'est du 700 ou du 27 par un pouce et quart, des formats pneus pas si larges que ça. En fait, c'est que dans Surly, il y a encore des vélos, il y a encore des puis même certaines marques, mettons Bassi, là, la marque de CL, il y a certains de leurs modèles qui font encore du 26. Puis l'idée, c'est que ton cyclotourisme extrême, c'est que tu t'en vas dans le milieu de l'Afrique ou tu t'en vas en Bolivie. Pas de route asphaltée, là, ou le moins possible. C'est pas ça. C'est qu'ils disent si quelque chose arrive avec ton vélo, il y a cette mentalité-là en cyclotourisme que j'appelle extrême, là, à très, très long cours, que tu sais que tu vas avoir besoin de changer des pièces ou que peut-être quelque chose va briser et tu vas être très creux. Bien, tu ne retrouveras pas, là, je prends un exemple moderne, mais tu ne trouveras pas au Tadjikistan un dérailleur à excess. Donc, t'es mieux d'avoir quelque chose qui est d'une vieille technologie. Puis c'était ça un peu la mentalité de ce genre de vélo-là. Il y a Kona Sutra, à la limite aussi, là, qui rentre un peu dans cette mentalité-là, d'espèce de... Tu sais, le pédalier, c'est un square taper là, à que tu visses ou ça te prend un outil. Des vieilles technologies que tu sais que ça fonctionne. 3 plateaux en avant, 9 vitesses en arrière. Donc, encore plus de risques de bris. Ben, tu sais, c'est oui puis non, là, dans le sens que si t'en as un qui pète, tu t'en vas sur l'autre. T'as tout le temps comme une espèce de backup. Puis, sauf que, même il y a quelques années, moi, j'avais des roues 26 et j'avais des chambres à air françaises, Presta. Ben ça, j'avais commencé déjà à trouver j'avais de la difficulté à en trouver parce que quelqu'un qui a encore des roues 26 aujourd'hui, c'est des valves américaines, Shredder, parce que c'est les vélos les plus cheap. Puis là, maintenant, ma mentalité a évolué par rapport à ça. Je ne pense pas que c'est pertinent de choisir quelque chose qui est comme un peu dépassé. Je pense que t'es mieux... Je suis plutôt comme un optimiste, là. Mes prochains voyages... ou ceux que j'ai fait récemment, j'avais des freins à disque hydrauliques parce que ça va mieux. Fait que dans le 2% de chance qu'il y ait quelque chose qui arrive, ben je gérerai la situation. Je ne sais pas comment, mais le reste du temps, ça va être plus agréable. Puis c'est peut-être un peu pour ça que je parlais du vélo de gravel, dans le sens que c'est plus polyvalent, ça va plus vite. Ça fait la job pour la majorité. Tu peux mettre du stock dessus sans nécessairement peut-être le charger au maximum. Mais j'ai l'impression que même les roues sont meilleures aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'avoir du 36 rayons. Ce qui était la norme. Quand tu faisais un vélo de cyclotourisme avant, tu mettais 36 rayons. Donc la roue était supportée à grandeur. Beaucoup de rayons. C'était solide, c'était fort. Puis, je veux dire, c'est une 1 sur 36 qui lâche. Des fois, ça a moins d'impact. Aujourd'hui, les produits sont tellement d'une meilleure qualité. Meilleur processus d'assemblage, qu'il y a moins de risques qui cassent. Donc, moi, je pense que pour la grande majorité des cas, un vélo de cyclotourisme pur, tu n'en as pas besoin. Je pense que qu'est-ce qui est parce qu'il va te limiter au cyclotourisme. Quand tu ne voyageras pas, il ne sera pas agréable ou ça ne sera pas un vélo le fun à se promener avec. Exact. À la maison, il n'est pas vite. C'est sûr que tu vas moins vite que ça. Puis, il est fait pour avoir du stock dessus. Donc, les tubes, mettons qu'il est en acier, par exemple, ben, les tubes sont faits beaucoup plus épais. Ça fait que ton vélo est plus lourd, puis tu n'as pas besoin d'avoir des tubes si épais que ça si tu n'as pas 75 livres de stock dessus. Tu en as parlé un peu déjà, là, mais un vélo en aluminium, est-ce que ça peut être utilisé pour un voyage comme ça par rapport à un vélo en acier qui se souderait mieux, mettons? Oui, ça, c'est une autre question de Félix qui demande aluminium versus acier. Et justement, il mentionne l'histoire que, encore là, on entend tout le temps, si tu as un vélo en acier, puis tu brises ton cadre en Bolivie ou en Chine ou en Ouzbékistan, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va être capable de le souder puis que tu vas pouvoir continuer. C'est vrai que si tu abîmais un cadre en acier, tu peux aller voir mon oncle Rénal qui a sa soudeuse chez eux puis il peut faire un tac, puis ça va tenir. Ouais. Par rapport à de l'aluminium, que c'est vrai qu'il y a probablement moins de gens qui, dans leur garage, ont une soudeuse d'aluminium. C'est pas les mêmes outils. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué.
D'un côté, puis peut-être tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais un acier ultralight ou un alu ultralight, les deux, c'est fragile autant. Je veux dire, tu sais, c'est pas n'importe qui peut souder un acier ultra léger, ce qui n'est probablement pas le cas d'un vélo de cyclotourisme, là. Oui, c'est vrai, parce que quand tu soudes, ton tube va se déformer un peu s'il est très, très, très mince. Puis là, tu sais, les tubes d'acier, là, très minces, là, on parle de pourcentage, mettons 0,3, 0,4 millimètre, oui, la moitié d'un millimètre d'épais. Puis quand tu mets de la chaleur là-dessus, si tu ne sais pas ce que tu fais, ton tube, il devient ovale plutôt que rond. Et là, si ça se trouve que c'est le tube où tu mets ton poteau de sel, ben après, tu n'es plus capable de rentrer ton poteau de sel. Mais au-delà de ça, les chances que ça arrive, moi, je connais une seule personne, un Suisse qui s'appelle Martin, et qu'en Amérique du Sud, il était au Pérou, il a brisé son cadre. Je ne sais pas c'était quoi qui est arrivé, peut-être un accident. Il ne l'a même pas fait souder. Il a écrit à la compagnie, puis je ne sais pas si c'était la garantie. Puis des tie wraps, il est parti. Je ne sais pas si c'était la garantie ou s'il en a juste acheté un autre, mais ça a pris, mettons, une semaine. Puis il a reçu un nouveau cadre. Il a changé tous ses composants, les accessoires, de un à l'autre. Il est reparti. Il n'a pas essayé de faire souder son cadre. Puis c'est le seul exemple qu'il aurait pu essayer de faire souder son cadre. Je pense que c'est tellement, tellement, tellement rare. Puis aujourd'hui, même, tu peux être dans la brousse, n'importe où, puis c'est pas long avant de recevoir quelque chose. Mais imagine l'accident que tu as pour briser ton cadre. Si ça arrive, ton plus gros problème, c'est pas le cadre. Exact. Tu as mal ailleurs. Tu es capable d'attendre une semaine pour ton nouveau cadre, je pense. Mais au niveau de l'aluminium, on entend souvent ça que c'est bon en vélo de route, mais pour des voyages, il est moins utilisé parce qu'il serait peut-être plus fragile ou je sais pas. Par rapport à la fragilité de l'aluminium, c'est un matériel qui est plus mou. Puis, dans le long terme, quand ils font des tests de fatigue de matériaux, mettons, ils vont mettre des cycles de mouvement sur un matériel. Évidemment, l'aluminium va perdre ses caractéristiques plus rapidement que l'acier et que d'autres matériels. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'il va fatiguer plus vite. Mais s'il est mis dans un endroit, si tu mets un morceau d'aluminium très mince dans un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de mouvements, bien évidemment, c'est peut-être pas la meilleure utilisation de ce matériel-là. Mais quand c'est dans un tube qui est fort, qui est rond, qui a des épaisseurs aux bons endroits, ben, il y a des bonnes chances que ce soit bien correct. Là. Moi, je vois pas Moi, je pourrais faire un tour du monde avec un vélo en alu, je suis certain, puis j'aurais pas peur qu'il use plus vite. Là. Les techniques de fabrication d'aujourd'hui aussi, encore là, peut-être que ça revient dans les années 90, quand ils ont commencé à utiliser l'aluminium beaucoup dans le monde du vélo. Ben, les méthodes de fabrication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Peut-être la connaissance du matériel pour cette utilisation-là n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, en 2024, un cadre en alu, c'est solide. Ça va être, pas de problème ça va avec être aussi ça, correct qu'un cadre en acier. Après ça, c'est une préférence personnelle. Puis un prix, je veux dire, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, l'aluminium a baissé de prix beaucoup quand tu compares avec d'autres matériaux. Là. Donc, question de Félix également sur les pneus. Est-ce qu'il y a certains types de pneus à favoriser? Je te le demande. Je pense que le souci d'un pneu quand tu pars faire le tour du monde, c'est pas le même que si tu vas faire le tour du quartier. Non. Et encore là, long voyage, là, cyclotourisme, je rentre bikepacking là-dedans, tu as souvent des effets de mode. Il y a quelques années, encore aujourd'hui, on dirait que cyclotourisme, les gens ont la marque Schwalbe, une marque allemande, le marathon. Il y a quelques modèles, le marathon mondial, marathon plus, tout ça, mais en gros, c'est un pneu qui est en béton. Il y a beaucoup de protection. Il y a comme une bande de roulement à l'intérieur. Il y a une grosse carcasse. Il est rigide, il ne bouge pas beaucoup. Tu peux rentrer, là, les images qu'ils mettent sur leur site, c'est que tu rentres une punaise là, avec comme quasiment une épingle de 1 cm et plus, puis que ça ne se rend même pas à ton tube à l'intérieur. Ce type de pneu-là, puis moi, je vais parler de type de pneu, parce que toi, tu parles de Schwalbe Marathon. Oui, mais c'est parce que tout le monde avait exactement lui. Il y a peut-être d'autres marques qui font, mais lui, c'est la référence. Le Wunderkind. Ben oui, parce qu'ils ont fait le marketing autour de ce pneu-là. Il était excellent. Puis c'est un bon pneu qui existe depuis longtemps. La recette est là. Ouais. Puis il est très, très utilisé pour se rendre au travail, le commuting aussi, parce que les routes des villes, il y a plein de vitres, etc. Tu prends ce pneu-là, par rapport à un pneu régulier, il pèse 4 fois le poids parce qu'il y a 4 fois plus d'épaisseur dedans.
sais, ils vont mettre des bandes de Kevlar de protection sous la bande de roulement, par exemple. Tu sais, l'image que tu as en tête, là, qu'il y a une bande verte en dessous du crampon qui essaie d'insérer une punaise dedans, puis ça ne fonctionne pas. C'est juste parce qu'en plus, le pneu, il est 2 fois plus épais. La punaise, il faut qu'elle soit 2 fois plus longue pour ça dans la chambre à air. C'est ça. Ce pneu-là, c'est une référence, mais il y en existe de d'autres marques aussi, mais c'est surtout le type de protection qu'ils vont utiliser dedans pour rendre le pneu plus résistant aux déchirures, aux coupures, aux perforations. Mais tu n'auras pas la même sensation de roulement, de légèreté, puis de déformation du pneu. Tu perds ces choses-là. Sauf que si tu as 70 livres de bagages sur ton vélo, même que tu aurais le pneu le plus souple et le plus confortable qu'il y a sur le marché, tu t'en rendras pas compte. Non, c'est ça. Tu es tellement lourd que de toute façon, tu vas déformer à peu près n'importe quel pneu. Après ça, il y a la pression un pneu qui ne va pas se déformer parce que s'il se déforme sur le poids, il va écraser, puis là, tu n'auras plus de contrôle sur ton vélo. Ça ne sera pas des caractéristiques que tu recherches. En bikepacking, le plus hors route, là, on a un peu plus de pneus qu'on voit. Populaire, je vois souvent le Vittoria Mescal, qui est un pneu. Souvent, ça va être des pneus, mettons, de cross-country. Petit format. Très, mettons, quoi, 2 pouces, 2.2, 2.3 de large. 2.3, là, tu parles vraiment d'un pneu de vélo de montagne. Mettons 2.25, souvent, on voit souvent. Il y a lui, il y a certains Maxxis, les René Hertz à l'occasion, peut-être là, ils ont leur modèle endurance, puis ils ont un qui m'étonne, le Pirelli Cinturato, et que j'ai découvert, je lisais là-dessus récemment, j'ai vu, c'est le même nom qu'un de leurs pneus d'automobile. Oui. Mais Pirelli, ils ont fait leur renommée aussi avec les pneus d'automobile, mais ils doivent connaître un rayon du côté des pneus de vélo. Pourquoi qu'ils ne changent pas de nom? Là, tu regardes, tu tapes Pirelli Cinturato, puis tu tombes sur des trucs de encore là, tu parles d'un Schwalbe Marathon. Ouais. C'est comme, wow, Marathon, c'est le pneu, c'est une référence. Donc, tu sais, ça donne un prestige à la marque. Mais le Cinturato, c'est un modèle qui est vraiment réputé, puis là, je ne suis pas un gars d'automobile, loin de là, mais je sais que c'est un pneu qui existe, qui est réputé comme un pneu de qualité pour des voitures haut de gamme. Donc, ils réutilisent cette réputation-là pour les pneus de vélo. Fait que, ça va parler à quelqu'un qui connaît les pneus d'auto, va se dire, wow, un Pirelli pour mon vélo, ça va sûrement aller plus vite. Fait que toi, qu'est-ce que tu privilégierais comme pneu? Que ça soit, mettons, largeur ou marque. C'est vrai, tu dis souvent que c'est notre... les pneus, hein, on peut en parler longtemps. Non, mais je pense qu'il faut favoriser un pneu qui va avoir une bonne résistance aux crevaisons, aux déchirements, là, aux coupures latérales, mettons. Donc, il va avoir une grosse protection anti-crevaison dedans. Est-ce qu'on peut en avoir trop? Non, je pense pas qu'en cyclotourisme lourd, OK, on va parler vraiment lourd, là, comme qu'est-ce que tu as fait, puis des gens comme Félix qui partent pour longtemps, tu n'as pas le goût d'avoir à remplacer une crevaison quand il pleut, qui fait 10 degrés, puis ton bicycle est loadé de bagages, puis juste pour le mettre sur le côté pour enlever ta roue, c'est compliqué. Donc, moi, je favoriserais vraiment quelque chose de très, très robuste. Puis de toute façon, c'est que tu ne vas pas bénéficier des caractéristiques de légèreté, puis de déformation de la carcasse, puis de faible résistance au roulement que sur un vélo de même. Donc, tu es aussi bien d'y aller all-in, une vraie protection anti-crevaison, que tu vas changer le pneu dans 5000 km, puis tu t'en occupes pas. Tu veux oublier cet élément-là de ton vélo. Ouais. Tubeless ou chambre à air pour un voyage? Ça, je te laisserai répondre par rapport à celle-là. Moi, j'ai jamais utilisé Tubeless de ma vie. J'ai utilisé ça dans mon fat bike, puis comme tu sais, j'ai eu plein de problèmes, que mon scellant coulait, puis que ça marchait pas, puis là, j'ai fini par remettre des tubes. Je sais qu'il y a plein de monde qui le font. Je pense qu'on est dans le même principe, toi et moi, qu'on a les tubes en TPU. Ça prend pas de place à traîner. Moins grande. La friction à l'intérieur du pneu est meilleure. Et apparemment, ils disent qu'il y a un meilleur, que ça perce moins qu'un tube en butyle. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Moi, des fois, je me pose la question, mais peut-être dans un laboratoire. Là. Ouais. Mais tu sais, par rapport au tubeless, là, peut-être c'est un compromis que je ferais selon où je vais rouler. Ça peut être intéressant pour les endroits où il y a beaucoup de petites épines, mettons, la végétation. Faut remettre souvent du liquide, du scellant? Parce que ça aussi, mettons, tu es au Malawi, est-ce qu'ils vont en avoir du scellant? Excellent point, parce qu'il y a certains types de scellants qu'il faut que tu en rajoutes plus souvent. Ouais. Ceux qui sont vraiment efficaces, qui fonctionnent très bien, ils finissent par
sécher ou à plus rapidement que d'autres. Donc, il faudrait t'en remettre à chaque combien de 1000 km? Je ne sais pas si on peut parler en termes de milliers de kilomètres, mais c'est peut-être avec... ça dépend de la température. Tu sais, des endroits chauds, peut-être que ça va s'évaporer ou ça va sécher plus rapidement que si tu roules à 0 degré tout le temps. Là, en fait, c'est vraiment différent. Oui, c'est différent. Voyage, on est facilement, tous les 2-3 mois, tu peux avoir à revérifier la quantité de scellant qu'il y a dans ton pneu pour s'assurer qu'il en reste et qu'il va faire le travail le jour où tu en auras besoin. Il y a Julie et Fred Explore, ça c'est leur nom sur Instagram, qui nous écrivent à chaque épisode. Ils sont pas mal promenés, mais ils sont encore, je crois, en Europe de l'Est. Puis, lui, il me disait qu'il utilisait des tubes dont la valve s'enlève et il met du scellant à l'intérieur du tube. Puis ça, c'est comme un compromis qui fait... avec l'histoire de pneus robustes, d'avoir une chambre à air, d'avoir la protection du scellant justement contre les petites épingles de la route. La plupart des chambres à air de qualité ou les valves tubeless, on peut enlever dans le fond le noyau, le core valve, le cœur. On peut l'enlever puis insérer le liquide par là sans avoir à démonter le pneu pour ajouter du liquide. Ça, c'est... Oui, mais en as-tu déjà mis du liquide, du scellant dans un tube? Oui. Les plus âgés d'entre vous se souviendront de la compagnie Slime. C'est des tubes qui venaient avec un liquide, une glu à l'intérieur de la chambre à air. Ça, est-ce que c'était vert, là, oui. Tu sais, quand tu avais... oui, ils vendaient ça chez Canadian Tire pour des pneus de 4 roues. Quand tu le gonflais pour la première fois, tu en avais un peu qui t'allait sur la main. Hein? Ça sortait par la valve. C'est possible, mais je pense pas. Oui, ça se peut. Ça peut que ça sorte par là un peu. Vert gluant. Oui, c'est une glu. C'est l'ancêtre du Stand No Tube. OK, c'était ça. Donc, c'est une glu qui colmatait les chambres à air. Fait que oui, ça existe. Ça existe encore aujourd'hui. C'est moins populaire parce que c'est très pesant. Alors, peut-être que quelqu'un qui est vraiment paranoïaque, dans un marathon, dans un pneu Schwalbe marathon, pourrait utiliser des chambres à air double épaisseur avec une glu à l'intérieur comme ça. Et là s'il fait une crevaison, là, il faut qu'il aille se cacher dans un abri nucléaire pour les prochains jours. En vélo de montagne, il y a longtemps, j'avais déjà utilisé aussi, tu me fais penser, des espèces de tubes en butyle, en caoutchouc, mais qui étaient tellement épais. C'était lourd. Là, moi, je me souviens, les tubes Specialized, c'était quoi le nom? Ça avait rapport avec une affaire de cactus, là, mais oui, sauf que c'était plus lourd qu'un pneu. Oui, ça n'avait pas de sens. Encore une fois, c'est que ça dépend de ce que tu recherches. Si tu veux avoir des caractéristiques de souplesse, de plaisir de rouler, tu veux pas ça dans tes tailleurs. C'est pour ça qu'on met du TPU aujourd'hui. Oui. Donc, scellant à l'intérieur à faire ou... Moi, je crois pas. Je pense que ça fait juste du dégât de toute façon, puis ça fait du dégât. Encore une fois, si t'es pour rouler tubeless, tu vas à Phoenix, il y a plein de cactus partout. Puis là, tu ramasses tout le temps des petits pic-pics. Puis là, tu as 42 flats dans la même chambre à air parce que, oui, du tubeless à cet endroit-là, c'est probablement qu'est-ce que tu veux avoir combiné avec un pneu plus robuste. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc ça serait aucun doute par rapport à ça. Ça revient à où tu roules. Puis je te donne l'exemple que une question qu'on me pose aussi souvent, c'est combien de crevaisons tu as eu? Puis je vais dire, c'est non pertinent. Là, j'en avais pas, mettons, au total pendant 4 ans, 27, 28, là, tout ça, mais... 0 pendant 10 000 km, incluant Asie centrale, Asie du Sud-Est, tout ça. Puis là, j'arrive dans une section où c'est très sec, où la végétation est agressive. Toutes les plantes ont des petites épines. Ils veulent toutes te tuer. Mais là, je peux en avoir 6 dans la même journée. Puis après ça, plus tard, Paraguay, un peu le même principe, mais là, il faisait tellement chaud, 50 degrés Celsius, l'asphalte noir bouillait, je n'étais pas capable de marcher sur l'asphalte, ça me brûlait les pieds. Ça abîmait les pneus, assurément? Oui, et même au-delà de ça, c'est des chambres à air en caoutchouc que j'avais réparées par le passé. Et là, mes réparations, les rustines à l'intérieur, les patchs, ça fondait. Le problème que tu avais utilisé, entre parenthèses, une speed patch. Autocollante. Si tu avais pris des rustines vulcanisées, là, tu n'aurais pas eu ce problème-là. Non, mais c'est intéressant parce que je n'avais pas pensé à ça. On n'a pas ce problème-là au Québec, mais nous, on répare juste avec des patchs autocollantes.
Mais là, tu n'aurais pas eu le choix d'utiliser une vulcanisation pour... Non, moi, ça avait été collé, qui marche tout le temps, là, super vite. Sauf quand l'asphalte est à 50 degrés. Là, la rustine fondait, se déplaçait à l'intérieur du pneu. Ça glisse sur la... Puis là, est-ce que c'était pas une nouvelle crevaison? C'était la même, mais... Étirée plusieurs fois. Écoute, même personne, Julie et Fred Explore, me donnent aussi l'exemple qu'ils mettent, puis ça, j'ai jamais utilisé ça, je suis curieux de savoir ce que tu penses, mais des inserts, ils appellent ça des Thanos Armor. Armor? Ben, Thanos, c'est une marque. Donc, il existe plusieurs choses comme ça, des Hawk Norris, des Thanos. Il y a plusieurs marques qui en font. Explique, c'est quoi? Le matériel, c'est comme un genre de mousse dure qu'on va insérer dans le pneu. Ouais. On peut le combiner avec une chambre à air aussi dans certains cas, mais c'est vraiment comme pour prendre un espace dans le pneu. C'est une mousse dure qui prend l'espace dans le pneu, qui va protéger la jante ou qui va empêcher qu'on ait des crevaisons par pincement. Est-ce que c'est comme quand tu sautes, tu pourrais tomber d'une roche, effectivement, là, ton pneu cette technologie-là va aller toucher la jante? Oui, mais ça vient ça a été développé beaucoup par rapport à l'enduro puis le downhill. Ouais. Donc, où est-ce qu'il y a des gros impacts comme ça qui peuvent abîmer les jantes puis faire des crevaisons. Ça fait des années que ça se développe dans le milieu des pneus. Les compagnies essayent de trouver un matériel qui n'aurait pas de chambre à air, dans le fond, d'avoir un pneu en mousse au complet. Là. Puis je dis de la mousse, mais je suis pas familier, je connais pas le matériel là, exact, là, mais pensez à une genre de un styromousse élastique. C'est drôle parce que d'un côté, tu as des compagnies, par exemple, comme René Hers ou d'autres qui vont aller dans des pneus de plus en plus light. Là. La version la plus extra light de René Hers, c'est tellement mince que le scellant coule à travers des pneus ultra light, moi, j'utilise pas ça tubeless. Sorry, c'est vraiment une chambre à air ultra light, justement. Ça suinte le scellant à travers les ça va toujours finir par perdre. Parce qu'un pneu, c'est du tissu, Joe. C'est un tissu tressé avec une fine couche de caoutchouc pour un peu le rendre... qui se tiennent ensemble, qui soient étanches. Là, mais... tu as ça d'un côté, puis de l'autre côté, tu as comme l'autre extrême des marathons avec... c'est deux utilisations totalement différentes. Je pense que c'est à l'opposé du spectre, carrément. Puis, mais moi, ces inserts-là, j'ai bien de la difficulté avec ça. Je n'y crois pas. Et voilà, aujourd'hui, je le dis. T'as pas peur. Non, ne nous envoyez pas des commentaires. Oui, en fait, là, mais vraiment, ça, moi, j'y crois pas. C'est difficile à mettre. La plupart sont très, très difficiles à mettre. Il faut que tu sois dans une bonne situation psychologique pour l'insérer dans le pneu puis refermer tout ça. Ouais. Donc, c'est difficile à insérer. Je doute vraiment de la pertinence puis de l'efficacité de ça parce que les gens font autant de crevaisons. Si ça te permet de rouler 1 kilomètre de plus sans briser ta jante, OK, ça. Bravo, mais répare-toi 1 kilomètre avant, tu n'auras pas besoin de mettre ça dedans. C'est comme ton pneu de secours, c'est pas une solution permanente, c'est juste de... Non, même pas un pneu de secours. Je pense que c'est une solution inventée à un problème qui n'était pas réel. OK. Mais je pense que les gens sont mieux d'utiliser un pneu plus robuste à la base, mettre plus d'air s'il faut pour empêcher que ça aille le cogner comme ça, mais tout ce qu'on veut, c'est d'alléger au maximum nos affaires, puis ça, c'est que tu rajoutes du poids et la complexité. Si d'un côté pratique, l'insérer dans un pneu, souvent, c'est très difficile. Puis de réussir à refermer le tout avec une chambre à air ou un liquide scellant. Donc, je m'imagine très mal, moi, en voyage à quelque part un soir, là, quand on a roulé 120 km dans la journée puis qu'on s'est lavé dans un lac puis qu'il y a des mouches, là, avoir enlevé ça ou réparer une crevaison avec ça, moi, j'y crois pas. Je suis à convaincre, en tout cas. J'attends... on attend les commentaires. Mais j'en vois au magasin, on en installe pour des gens qui font de l'enduro, des choses comme ça, et ils font autant de crevaisons qu'avant. Et même s'il y a quelque chose, ils brisent des jantes de plus parce que l'impact ne disparaît pas. Il est dispersé d'une façon différente. Tu sais, quand ça cogne sur ton pneu, ce qui aurait créé peut-être juste une crevaison, maintenant peut créer un bris de jante. Parce que ça va mettre une pression différente sur la jante qui serait pas... En tout cas, moi, j'ai vraiment... Allez, calmez-moi, là. Calmez-moi. OK, autre question qui venait de Félix qui parle de l'entretien. Il parle de quel entretien faire de façon constante sur la mécanique. On parle toujours de voyage cycliste. Là, il mentionne quelques exemples. Chaîne, cassette, frein. Faut-il changer chaîne et cassette après une certaine distance? Le mécano en moi te dirait oui. Il faut changer ces pièces-là après une certaine distance. Oui, assurément. Puis, particulièrement en voyage, je ne sais pas comment toi tu gérais ça, mais là, je te connais un peu. Je pense que tu devais gérer ça d'une façon en dilettante. C'est-à-dire? De façon aléatoire.
Non, j'étais quand même à mon affaire, mais continue. Ben, non, mais je pense que, particulièrement quand tu es en voyage, il y a un minimum d'attention qu'il faut que tu fasses à ton matériel. T'sais, si tu veux pas que ça te lâche n'importe quand, ben, une vérification juste de base, de nettoyer comme il faut, de vérifier qu'il n'y a pas des morceaux de vitre qui vont rentrer dans tes pneus. C'est de la prévention, je pense, de lubrifier ta chaîne de temps en temps pour pas qu'elle use trop rapidement. C'est très difficile, je trouve, en voyage parce que tu n'as jamais un boyau d'arrosage. Ça, c'est très, très nord-américain, là, je pense. Mais pourquoi pas dans ta trousse te traîner juste une petite brosse? Une petite brosse que tu peux brosser ton pneu pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu peux brosser ta chaîne avec pour enlever les saletés sans avoir à dégraisser. Des guenilles, une espèce de... Mais tu sais, une brosse à légumes, là. Oui, c'est vrai. Moi, ça serait ou une brosse à dents, une vieille brosse à dents. Oui. Tu sais, tu peux te servir de ça sans que ça prenne trop d'espace. Un truc qui pourrait être le fun à traîner dans une trousse de mécanique, puis c'est anodin, mais si tu pars aussi longtemps que ça peut être un outil pour mesurer ta chaîne. Ou sinon, tu vas voir les boutiques. Non, mais tu vas faire un tour dans une boutique. Salut, je peux-tu mesurer ma chaîne? Parce que, tu sais, par rapport, puis je pense que c'est ça qui posait aussi comme question, par rapport à chaîne-cassette après une certaine distance. C'est sûr que ça étire. Puis là, tu es loadé de bagages en plus, ça va étirer plus vite ou ça va user plus vite. Peut-être que tu mets moins d'attention sur la lubrification de ta chaîne, donc elle va user plus vite. Tu sais, toutes ces choses-là ensemble. Tu as deux choix, je pense, dans un voyage comme ça, quand tu pars longtemps. C'est soit tu y vas de façon préventive, tu remplaces ta chaîne, tu vas dans les boutiques une fois de temps en temps pour vérifier l'usure de ta chaîne, puis tu vas la changer en prévention. Ou sinon, tu uses ça à la mort jusqu'à temps que ça pète, puis là, quand ça pète, tu changes tout. Ah non, t'es mieux de changer ta chaîne plus souvent plutôt que d'attendre que ta cassette devienne des petites dents pointues en arrière. Mais quand même, comme je te dis, c'est les deux choix qu'il y a. Ouais. Soit tu y vas prévention, puis tu fais un minimum, puis tu sais, l'entretien, c'est un minimum. Comme je te dis, moi, qu'est-ce que je crois beaucoup? De brosser tes pneus après avoir sorti, là, après avoir roulé, puis brosser une petite brosse. Là, juste passer ta main avec un gant ou ta guenille pour s'assurer qu'il n'y a pas de petites roches ou de vitres qui rentrent dans le pneu. Ça, c'est la cause de flat numéro 1 sur la Terre. Oui, mais c'est ça. Périodiquement, je dégonfle mes pneus et là, tu peux les presser, les plier un peu. Pour voir s'il y a de quoi qui est inséré. Oui, puis là, tu vas voir briller des petits morceaux de vitre qui sont insérés dans ton caoutchouc. Tu prends un couteau ou quelque chose de pointu, là, tu sors, puis ça évite qu'il se fasse un chemin à l'intérieur jusqu'à... À la bande de protection du Schwalbe Marathon. Oui, pour le pneu. La chaîne, ça se trouve assez facilement un peu partout, là, les magasins. Pour la mesurer, tu veux dire? Il y a quand même... oui, les mesurer. Aller se mettre amis aussi avec, dont je disais, l'absence de boyaux, mais tu vas dans des magasins... Puis là, tu leur parles de ce que tu fais. Puis là, on est du monde bien fin dans les boutiques. On est bien fin. Ouais, c'est vrai, mais moi, ça m'est arrivé qu'ils me disent, tu sais, là, mon bassin avec de l'eau ou avec des produits, puis tu sais, va accrocher ton vélo là, puis je prends le temps que tu veux pour le nettoyer toi-même. Là. Ou bien des pays que ça coûte quasiment rien, fait que tu regardes faire, puis... Tu vas te faire couper les cheveux pendant ce temps-là, Joe? Ouais, cassette. Mais la cassette, c'est parce que tu peux pas contrôler ça. Chainring, même chose. Oui, les changer, si mais... tu fais attention à ta chaîne, le restant va quand même... ça va suivre, tu sais. Les pneus, ça, c'est en fait ce que j'avais fait à quelques reprises. Des fois, tu parlais de changement préventif. Il y a des gens, des amis ou de la famille qui me joignaient en voyage. J'avais commandé des morceaux à la maison où je leur avais dit « Trouve-moi exactement ça ». Et ça leur est arrivé de m'apporter 2 pneus. Puis là, peut-être que mes pneus, j'aurais pas encore roulé 3000, 2000 km avec, mais... J'avais cette occasion-là de les changer, donc j'ai changé de façon préventive avant qu'ils m'explosent d'en face. Puis, donc, je te parlais, j'avais quelques petites guenilles lubrifiées un peu et j'avais un ami allemand, Freddy, que lui, de temps en temps, il enlevait sa chaîne, il mettait de l'essence dans une bouteille de... Pour la nettoyer? Genre de coke, là. Il shakeait ça. Puis après ça, il faisait brûler. Il mettait l'essence qui absorbe, qui nettoie au maximum. Là, des bonnes affaires. Faites pas ça dans la maison. C'était la vieille technique pour nettoyer. Là, t'achetais d'un canal à quelque part après. La canette et le gaz. Non, ce qu'il faisait, c'est... Il y avait des... Dis de même, hein? Non, c'est mieux que de le mettre dans le sol, là, quand même, je crois. Mais il mettait ça sur du papier de toilette. Là, ça imbibait. Il faisait brûler son papier de toilette d'essence. C'est pas...
c'est une quantité quand même relativement minime là, d'essence au final, là, mais ça enlevait énormément le plus gros de la chaîne, le plus gros de la saleté. Pour nettoyer, ça marche. Là. Oui, ça ressortait complètement neuf. Là, tu enlèves le liquide là-dessus, comme si tu venais de la nettoyer. Il la remettait, puis sinon, si ta chaîne est pleine de boue, de sable, ça use plus vite. 20 fois vitesse plus vite. 20, là, c'est vrai. Exact. Comme concrètement, là, dans tes 8000 km, là, tes 44 000 km autour du monde, là, as-tu des statistiques intéressantes pour nous autres, Joe? Sérieux, ça t'est-tu arrivé souvent de briser ou de... Ben, pas tant. Puis les gens, quasiment zéro. Puis les gens, souvent, ils vont me demander combien de vélos t'as pris pour faire ça. Comme si un vélo, ça dure 5000 km. Mais un cadre, les roues, j'ai changé des pneus, j'ai changé une chaîne quelques fois, mais les pneus, pas si souvent que ça, là, 10 000 km peut-être au moins par pneu. Quand même, c'est pas mal, sérieusement, pour quelqu'un qui va être loadé sur des surfaces probablement qui sont pas tout le temps idéales. Si c'est sur l'asphalte, ça dure plus longtemps, puis des sections où je roulais sur de la roche pendant quelques milliers de kilomètres, là, ça use un peu plus vite. Mais ça reste quand même plusieurs milliers de kilomètres. Même chose pour la chaîne. J'ai changé peut-être une fois un plateau en avant qui était rendu usé. Même chose pour la cassette. Là. Probablement parce que tu étais toujours sur le même plateau. Oui. J'en ai peut-être changé même 2, mais je peux te garantir que dans mes 3 plateaux, mon plus dur, je ne l'ai jamais changé. Le 3e plateau, il est là pour la... Le 3e plateau, je m'en servais comme chain guard. Là, j'ai changé des poignées une couple de fois. J'avais des poignées ergon guidon droit. Ça, à un moment donné, tu gruges dedans juste à force d'être la transpiration, hein, ça vient que ça affecte le caoutchouc. Mais ça serait le même principe. Guidon de route, je change ta guidoline, mais tu sais, ça, t'en trouves partout. Puis, mais autre que ça, tu sais, les pédales, messieurs, les bras mesdames, remplacer la guidoline, s'il y a une affaire qui est pas si chère que ça, faites-le donc une fois de temps en temps, ça fait du bien. T'es tanné de sentir de la vieille sueur au magasin. Un peu, oui. Non, mais sérieusement, t'as de la guidoline, t'en as entre 20 et 30 $, une belle, là, cork, quelque chose, là, puis c'est pas long à changer, puis ça va rafraîchir votre poigne sur votre guidon. C'est beau. Puis la seule chose qui est arrivée, c'est qu'à un moment donné, j'étais au Tadjikistan, puis j'ai brisé... J'adore quand Joe nous parle du Tadjikistan. Wow! Mon support à bagages en arrière, il y a une vis qui a brisé. Donc, c'est même pas le support lui-même, l'alliage. C'est fort comme ça n'a pas de sens. Là. Et pourtant, c'est une affaire, ce qui pourrait faiblir avec le temps. Oui, mais pas si t'as les super gros tubes. Là. Moi, j'avais les tubus, là, tu peux faire 8 fois le tour du monde. Wow, il te reste encore 6 fois. La vis a brisé. Puis dans le cadre? Oui, c'est ça. Okay. Donc, il y avait une partie qui était encore sur le support et l'autre partie qui était encore à l'intérieur du cadre où ça avait été vissé. Bien là, route dans les montagnes, je ne sais pas combien de 1000 mètres d'altitude, mais il y a un gars 2 minutes après arrive puis dit « Ah, ben viens chez nous, je vais essayer. » Les vieux outils soviétiques qui sortent. Puis il a réussi, ça n'a pas été ultra long, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait, il a réussi à la une vis, quand elle casse dans les filets, là, si tu enlèves la tête de la vis, comme il n'y a plus de tension, à moins qu'elle soit oxydée sur place, là, ou rouillée ou quelque chose, là, elle va se dévisser super facilement. Parce qu'il n'y a plus de tension qui la force dans les filets, donc ça se dévisse facilement d'habitude. Quand la tête casse... Il faut quand même que tu aies quelque chose de... Peut-être que tu creuses ton métal pour avoir une poigne, puis après ça, tu es capable de dévisser. Mais je ne sais pas s'il l'avait même dévissé ou vissé, parce que c'était un genre d'œillet qui ne rentre pas à l'intérieur de ton cadre, mais qui est... Tu peux complètement la visser, puis si tu n'as plus de tête, elle va sortir de l'autre côté. Donc, il y a peut-être ça aussi qui m'a aidé d'avoir ce type-là. Puis là, je viens juste de penser à ça quelques années plus tard, que finalement, c'est vraiment bon d'avoir ça sur ton vélo. Puis finalement, tu vois, c'est mon problème mécanique le plus gros qui m'est arrivé. Puis une petite vis M5 j'ai dormi qui a pété là, dans le chez lui, il m'a offert le lunch, on a mangé genre une Finalement, c'était une méchante bonne affaire. Oui, c'est malade. J'ai une photo, puis là, il y avait 2 jeunes qui se bataillaient pour essayer de monter ma tente pour m'aider, entre guillemets. Là, évidemment, monter ma MSR, ils ne savaient pas vraiment comment, là, fait que je les gérais, mais c'était vraiment... puis le lendemain, je suis reparti. Donc, peut-être la morale de ça,
c'est que les vis avec les vibrations, des supports à bagages, mais aussi des portes-bidons, n'importe quoi que tu as de vissé là, sur ton vélo, même ton guidon, ta potence pourrait peut-être à la longue se dévisser. Ah oui, faire une vérification d'attention. Souvent, plus souvent qu'à la maison. Ça? De revisser le danger, fort. Par exemple, là, dans le temps, sur les départs de course, là, on avait comme des façons de se détendre, de faire passer le stress avant le 1, 2, 3 party. Puis, donc, le fameux boat check de dernière minute, il faut faire attention à ça, parce que si à chaque course ou si à chaque jour, tu fais un boat check, là, tu y reprends un quart de tour. Un quart de tour le lendemain, un quart de tour l'autre jour d'après. T'es rendu que tu as fait 3 tours de trop de vis, de serrage. Là, tu peux la casser d'une autre manière. Donc, un petit torque wrench, même en voyage. Toi, t'adores ça. J'adore ça. C'est un toc, en fait, qui fait tic. Mais d'avoir un torque wrench, je pense que ça peut être un autre bel outil. Puis ils en font vraiment des super mini. Bon, donc, qui te permettrait de revérifier la tension sur tes bottes, là, sur tes boulons, sur ton vélo, là. Ça serait un conseil aussi. Et surtout, terminer là-dessus, mais surtout au début, si tu viens d'installer, si c'est un nouveau vélo, si tu viens d'installer ton porte-bagages ou tes supports quelconques, ben là, ça va se dévisser davantage au début que quand ça fait quelques mois qu'il est là. Jonathan, tu as dit le mot bagage. Oui. Faisons un retour dans le temps. Moi, je connais ta recette préférée, là, mais partage-nous ça encore. Là. Quel genre de sacoche tu favoriserais pour un long voyage? On va parler vite fait des bagages parce qu'il y a tellement... On a déjà parlé. Retourne à l'épisode un tel. En parlant de bikepacking, hein, c'est parce qu'il y a tellement d'options. C'est comme les vélos, mais encore là, pour chaque expédition que tu fais, la taille de ton cadre, ta propre taille, tu peux avoir 4 sacoches, le look très, très cyclotourisme, ou tu peux avoir des sacs de bikepacking. Moi, j'aime ça avoir... Parle-nous ton affaire, toi. Moi, je suis pas grand, fait que j'aime ça, les sacoches, mais il y a des nouvelles sacoches qui sont moins grosses et plus légères. J'ai en tête, là, c'est comme des sacoches de bikepacking, OK? Mais les Arkel Dry Light. Les Arkel Dry Light. Moi, j'aime mieux, de base, mettre des sacoches en avant qu'en arrière. Ouais. Je pars en avant. Après, combien d'autres stocks que j'ai besoin? Où tu mets ta tente, où tu mets ton eau. La tente, tu peux la mettre sur ton rack en arrière ou la mettre au guidon. Moi, vu que j'ai tout le temps une caméra photo que je veux avoir que ça soit en avant, proche, je mets ma caméra en avant. Donc, forcément, ça amène ma tente en arrière. Il y en a qui mettent leur tente dans un sac de cadre. Mais là, il faut que tes poteaux de tente soient très petits ou que tu aies un énorme cadre extra large. Alors, je me trouve tout le temps à avoir généralement des sacoches en avant parce que je trouve que c'est mieux d'avoir ton 25 litres en pour avant que d'avoir... Oui, puis c'est plus bas. Si tu as cette option-là sur ta fourche de pouvoir mettre ce qu'ils appelle un rack lowrider, moi, j'adore ça. Là, il y a les Tubus Tara, Tubus Duo, là, c'est des types de supports à bagages. Je préfère ça que des mini-sacs bikepacking de 5 litres que tu rentres un matelas de sol, puis c'est à peu près tout. Moi, quand j'ai commencé à faire du cyclotourisme, j'avais un vélo de montagne des années 90. Puis, il n'y avait pas l'option pour moi de mettre des supports à bagages sur la fourche à l'avant. Puis, j'avais loadé ça comme il faut en arrière, là, mais le pilotage était vraiment mêlé à cause de ça. C'était pas agréable, mais je connaissais pas mieux. Mais j'étais trop loadé sur l'arrière du vélo. Je pense qu'avoir connu les sacs qui allaient sur la fourche, comme qu'est-ce que tu me parles là, ça fait tellement de sens. Parce que si tu as trop de poids en arrière, c'est comme un bateau qui décolle. Tu as l'impression que ta roue avant est tout le vélo, le lever, c'était terrible. Là, tu montes une côte, tu as l'impression que ta roue, elle décolle du sol. C'est juste qu'elle n'est pas nécessairement dans les airs, mais tu n'as tellement pas de poids dessus que ton corps, il faut qu'il soit plus par en avant pour essayer de l'accoter. Maintenant, on connaît la recette de Jonathan. Achetez-vous un support à bagages sur l'avant de votre vélo. Ça répartit mieux le poids, puis quitte à ajouter à l'arrière ensuite. Puis après, donc en arrière, selon combien il te reste de stock, ben là, tu vois, est-ce que j'ai besoin d'un sac de sel ou encore de sacoche, mais peut-être plus petite. Donc, tu pars en avant, puis après, tu ajoutes en arrière. Il y avait une question aussi par courriel, cette fois de Stéphanie, qui, elle, se demande mon budget. Alors, qui dit « Bonjour Jonathan », point d'exclamation. Allô. Voilà tout un trip très intéressant, extraordinaire. Je te demande comment on peut faire pour survivre 4 ans en voyageant. D'où vient le financement? Point d'exclamation et interrogation à la fois. Oui. Je me suis toujours demandé comment faisaient les gens pour un voyage de plus d'1 an. Car bien sûr, il faut payer les études,
Et si nous n'avons pas la chance d'avoir un travail très bien rémunéré avant de partir, comme responsable des ressources humaines à L'Orignal, il faut qu'il y ait d'autres sources. Merci de ta réponse éclairante. Il y a plein de façons. Puis ça coûte, généralement, la première réponse, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'on peut penser de voyager en vélo. Le plus cher, c'est partir. Ben, l'avion, ouais. Puis ton équipement, dépendant de ce que tu veux essayer de prendre. Mais après ça, une fois que tu es parti, si tu as ta tente, tu n'as pas de frais d'hôtel, tu peux te faire inviter. Donc, ça coûte rien. Ton déplacement ne coûte rien. Il te reste ta bouffe puis des lieux touristiques peut-être et d'autres déplacements occasionnels si jamais selon le parcours. Mais en moyenne, ça date de quelques années. Peut-être ça a monté de quelques dollars par jour, mais moi, ça m'a coûté 25 $ par jour, ce qui fait un peu plus de 9 000 par année. Mais ça, c'est juste pour vivre, là. Puis tu faire des activités de temps en temps, comme tu mentionnes. C'est tout. Ouais, ça compte pas l'équipement, mais c'est une fois que tu es parti, combien ça te coûte. Mais ça me coûte. Donc, ça coûte moins cher que de vivre ici? Ah ben oui, assurément. Assurément. Tout le monde vendait vos maisons, on s'en va en bicycle avec des itinérants. Ben, tu te fais inviter. Oui, c'est sûr que c'est différent. Là. Tu peux peut-être pas faire ça pendant 35 ans de suite, mais 9 000 par année, tu sais, imagine combien ça coûte acheter une automobile. Ouais. Tu peux voyager quelques années avec ça. Puis là, ça dépend des régions aussi. Ma région la moins chère, c'était en Asie centrale. 18 $ par jour que ça m'avait coûté. Moi, c'est drôle avec mes préjugés nord-américains, la francophone blanc d'Amérique. 18 $ par jour, pour moi, c'est comme... C'est beaucoup pour l'Asie. Je sais pas, mais tu vivais bien dans le sens que tu te privais pas tant que ça? Ou? Ça inclut des hôtels. Mettons que j'arrête dans un village puis je suis une semaine de temps à l'hôtel. C'est tout inclus. J'inclus mes visas pour rentrer dans le pays. Ça se peut que le visa, ça soit 150. Bon, ben une journée à 150, ça fait monter tes autres journées en moyenne. Je comprends, mais 18 $ par jour... Puis c'était pas une vie misérable. Là. Il y en a qui le faisaient beaucoup moins que ça. Hein. Tu peux le faire à 5 $ par jour. C'est ça que je veux dire, misérable. Mais moi, à 18 ou 25 par jour, c'est pas misérable. Il n'y a rien que je me refusais de... Non, mais au-delà de ça, il y en a qui disent « Ah ben moi, mon budget, c'est 6 $ par jour. » Fait que là, il n'allait rien visiter. Des fois, des lieux touristiques dans une ville, un musée, ben ça coûte une couple de piastres, ça s'additionne. Dans mon cas, je me refusais pas ça. C'est juste que la nourriture, souvent, coûte pas grand-chose. Puis, Asie centrale, pourquoi ça m'a coûté moins cher? C'est que vu qu'il y a tellement pas de ville, il y a tellement pas de population. Tu dépenses pas. Ben, tu peux... Quand même que je voudrais aller à l'hôtel, il y en a pas. Alors que Asie du Sud-Est, la bouffe est encore moins chère. Ça, c'est... L'Asie du Sud-Est? Asie du Sud-Est, ça a été mon plus cher, 28 $ par jour. Mais ça, c'est parce que j'ai pratiquement pas campé. J'étais tout le temps à l'hôtel. Mais parce que c'est des grosses villes? Non, parce qu'il faisait très chaud, très humide, des territoires plus marécageux des fois. Quand tu payes, mettons, ça coûtait entre 5 à 10 $ l'hôtel, mais tu avais une douche, et par douche, je veux dire... Un ventilateur et de l'eau frette? Exact. Par air climatisé, je veux dire un ventilateur sale, et par douche, je veux dire un tonneau rempli d'eau avec une chaudière dedans. Wow. Alors, des fois, je prenais 2 douches le même soir juste parce qu'il fait tellement chaud que là, ça, c'est mieux que dans ta tente avec des maringouins puis que tu n'as pas été capable de te mettre de l'eau du tout. Donc, tu peux le faire à plus cher. Europe, ça va être probablement le plus cher parce que les hôtels sont beaucoup plus dispendieux. Okay. Ce que je faisais en Europe, vu que c'était trop cher, en étant seul, je campais 15-20 km avant la ville. Par exemple, si je veux visiter Strasbourg, bien, je campe la veille à la fin de la journée, juste avant de rentrer. Je me lève le matin, je rentre à Strasbourg, je visite la ville, je sors, je fais un autre 15 km, je recampe là. Okay. Donc, ça ne m'a rien coûté. J'ai visité la ville, mais si j'étais demeurer au centre-ville de Strasbourg, ça m'aurait coûté la totale, 150 pour une chambre dégueulasse seule. Tu vois. Donc, pour répondre à comment on fait, j'avais mis de l'argent de côté parce que je pensais être parti pour une année. Donc, j'avais mis, mettons, 9-10 000 que j'avais économisé. Et après quelques mois, mais chacun va avoir une expérience personnelle de cette façon-là, mais gagner 9 000 $ à distance, c'est pas impossible. Dans mon cas, j'ai commencé à écrire à un moment donné, après quelques mois, pour la presse, pour Vélo Mag, que j'écris toujours. Là,
il y a eu 1 livre, plus tard 2 livres. C'est devenu au fil du temps. millionnaire en écrivant des livres, tout le monde sait ça. C'est devenu, puis les conférences, mais c'est devenu au fil du temps ma carrière. Mais ça a commencé par l'écriture, les photos. Aujourd'hui, je pense qu'il y aurait moyen de faire l'équivalent, mais avec YouTube. Ça, c'est avec l'expérience que tu as acquise depuis ce temps-là. Il y en a beaucoup qui font ça aussi aujourd'hui, que leurs médias pour en parler est différent. Tu peux monétiser une chaîne YouTube, avoir un certain revenu avec ça. Il y en a qui se font des Patreons. Les gens vont payer quelques dollars par mois pour du contenu en échange. Ou tu peux continuer de faire ta propre job, mais à distance. Tu traînes ton ordinateur, tu arrêtes plus longtemps quelque part, puis je sais pas, tu peux faire de la traduction, n'importe quoi qui se fait à distance. Ben oui, en fait, aujourd'hui, tout se fait à distance. Là, on travaille. J'ai essayé de réparer un vélo à distance l'autre jour, puis ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ça nous amène à la fin des questions du jour. Mais évidemment, avec ça, vous savez qu'on en prend. On va en prendre d'autres pendant le futur aussi. On va clore ici ce chapitre. Mais nous prenons vos commentaires, évidemment, et vos questions. Ben, comment te joindre? Au @Espresso Sport. Et je suis disponible au @Jonathan Berroy. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.